ça cicatrise les... Voilà, c'est Bucarone, vous l'avez ici, c'est la formule, mais elle existe sous forme de Bucarone, je crois que c'est Pranarome qui fait ça, ou Phytosunarome, vous connaissez les produits, d'accord. Donc il y a de l'huile de laurier noble, de lavande aspic, de camomille romaine, Chamomillum nominé, et dans de l'huile végétale de millepertuis qui est un cicatrisant. Entonces, para la bursitis lo que él propone es una aromaterapia, se aplican una gota de canela de Ceilán 2 veces al día en aceite de oliva y con una mezcla de própolis. Entonces esto es un gel que se aplica sobre las encías para cicatrizar. Hay una mezcla de Panagon o Fitoson que es una mezcla de aceite esencial de laurel, de lavanda, de camomila y en aceite vegetal de millepertuis que es cicatrizante. L'érythrodysesthésie palmoplantaire, c'est la desquamation, les paumes des mains et les paumes des pieds qui est rouge, hein, qui est liée à certains, comme les taxanes, le calyx, le xéloda qui en donne beaucoup, ce qu'on appelle le syndrome main-pied. On peut donner de la vitamine B6 pour le 5-fluorocétaxel, calyx, xéloda, mais pas avec des sels de platine. Et sinon, il y a une crème qui marche très bien, alors c'est chez Velleda, c'est chez nous, qui s'appelle Hypophae rhamnoides oleum D1. C'est du jus d'arbousier. Donc vous avez de l'arbousier, vous pouvez faire de la crème à base de jus d'arbousier. En application locale, c'est très efficace. Esto es para controlar el síndrome de manos-pies, ese síndrome de descamación de las palmas de manos y de pies que ocurre con ciertas quimios, por ejemplo taxanos y con el 5-cloruracilo. No se puede, la vitamina B6 que no se da con sales de platino, y también el zumo de los granos de madroño que se puede aplicar en crema directamente y es muy eficaz. Alors, là on a un petit peu fait un survol rapide, très rapide on va dire, sur la phytothérapie, les possibilités des plantes et des huiles essentielles, dans les effets secondaires les plus couramment admis. Bon, il y en a d'autres, mais il faut 2 jours. Hein, pour... ce que je vous fais là, c'est contracté en 2 heures, ce que j'ai fait à Consuelo en 2 jours. Donc il a fallu faire un choix. Je sais, vous verrez si le choix est bon. On va parler des compléments alimentaires maintenant, et surtout ceux dont vous pourriez utiliser, qui ne donnent pas les usages et les mésusages de ces compléments en fonction des traitements. On peut accompagner les gens pendant leur traitement, il ne faut pas attendre qu'ils soient en palliatif pour les accompagner, ça ne sert pas vraiment. L'intérêt, c'est de leur rendre une qualité de vie qu'ils ont perdue avant, forcément, et qui est un petit peu grevée par les traitements classiques. Donc on va voir les antioxydants, les probiotiques et prébiotiques, les fameux oméga 3, les modulateurs des protéines de stress, HSP, ça veut dire Heat Shock Protein, on en parlera, et la vitamine D. J'ai fait un choix volontaire pour restreindre parce que, bon, si je parlais de la propolis aussi, et des champignons. Entonces, Alain ha hecho un sobrevolar rápidamente las plantas más frecuentes, condensa aquí en 2 horas unos cursos que hace normalmente en 2 días, sobre todo para ver los usos y malos usos de complementos alimentarios para acompañar a los pacientes antes que estén ya en cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida. Entonces va a mirar los antioxidantes, los probióticos y prebióticos, los famosos omega 3, los moduladores de HP, de proteínas de estrés, Heat Shock Proteins, la vitamina D, va a hablar del própolis y de los hongos. Sí. Alors les antioxydants et les cancers, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Il faut savoir que l'apoptose est liée à l'équilibre redox, c'est-à-dire par exemple votre glutathion et la protéine 3 apoptotique BCL2, les radicaux libres et le monoxyde d'azote. Il y a des phénotypes de la superoxydismutase, qui est une enzyme antioxydante majeure, et des cancers précoces. L'agressivité du fer, c'est-à-dire quand on a une ferritine élevée, ça peut être un syndrome inflammatoire, et ça peut être un signe d'agressivité de cancer profond, hématologique, sein, voire prostate.
La glutathion peroxydase est liée au sélénium, la quinone réductase à la vitamine B2. Il ne faut pas confondre une nutrition antioxydante physiologique qu'il faut continuer à donner au niveau nutritionnel par rapport à la correction d'un stress oxydatif pathologique. La chimiothérapie agit par un stress oxydant. Donc justement, il faut faire la promotion de ce stress oxydant pour que la chimio soit active. L'idéal, en fait, c'est de faire un jeûne hydrique 2 jours avant la chimiothérapie. Et le jeûne protège les cellules saines, mais comme les cellules cancéreuses ont besoin de toute l'énergie pour se développer, donc elles sont avides d'apport énergétique et deviennent beaucoup plus fragiles et plus sensibles à la chimiothérapie. Il y a beaucoup d'études en cours en ce moment, que ce soit aux États-Unis, à l'UCLA et à Leiden et à Boston, sur le jeûne thérapeutique. Je dis bien un jeûne thérapeutique, c'est pas 15 jours, c'est 2 jours avant la chimio et 2 jours après. Pour diminuer les nausées, les vomissements et renforcer la chimio. Entonces, se tiene que saber que hay muchos escritos sobre los antioxidantes y el cáncer. La apoptosis es un proceso que está ligado al equilibrio redox de las células. Entonces tenemos varios ejes, la glutathione, la LNO, la proteína proapoptótica, la superóxido de dismutasa ligada al cáncer precoz. También hay una relación entre los niveles de hierro y la agresividad del cáncer, es un signo de pobre prognosis. La glutathione peroxidasa está ligada al selenio también, y hay que tener en cuenta que la nutrición antioxidante fisiológica es diferente que la corrección de un estrés oxidativo patológico, ya que la quimioterapia actúa justamente por estrés oxidante. Lo ideal en realidad es un ayuno hídrico que protege a las células sanas, pero que castiga y fragiliza a las células cancerosas que necesitan un aporte nutricional muy importante. Hay 2 estudios ahora en Leiden y en Boston sobre el ayuno terapéutico, que consistiría en un ayuno 2 días antes y 2 días después de la quimioterapia. Alors, pendant le traitement, par exemple de chimiothérapie, il y a des effets controversés de la prise d'antioxydants. Beaucoup d'études ont été menées déjà depuis une vingtaine d'années. Donc, ce sont des méta-analyses d'études. Par exemple, celle de Lavanda qui comparait les études randomisées analysant la prise d'antioxydants associée à une thérapie cytotoxique. 9 études concernant la radiothérapie, 15 la chimio. 6 sur 24 montrent une modeste diminution des effets indésirables du traitement. La méta-analyse de Greenlee sur 22 études, à peu près la même conclusion. Il y a une légère diminution des effets indésirables, aucune n'évalue la réponse tumorale, les rechutes, la survie. Les comparaisons sont toujours difficiles en raison des doses et des principes actifs qui sont différents. Entonces, durante el tratamiento, los efectos de la toma de antioxidantes son controvertidos. Hay 2 meta-análisis, una de Lavanda, en la que se comparan 2 estudios randomizados analizando la toma de antioxidantes asociada a una terapia citotóxica. De los 9 estudios conciernen radioterapia, 15 la quimioterapia. En tipos y localizaciones de cáncer diferentes, solamente se ve que 6 de sobre 24 muestran una modesta disminución de los efectos indeseables del tratamiento. Otra metaanálisis de Greenlee analiza 22 estudios que llevan sobre la utilización de los tratamientos antioxidantes prescritos en el cáncer de mama, vitaminas, minerales y fitonutrientes. Algunos estudios muestran una disminución de los efectos indeseables, pero ninguna evalúa al mismo tiempo la respuesta tumoral y las recidivas y la supervivencia. Así que la comparación es siempre difícil porque las dosis y los principios activos que se usan son diferentes. En ce qui concerne les caroténoïdes, donc une étude randomisée en situation métastatique sur 100 personnes qui a retrouvé une amélioration de la survie en 85, une diminution du risque de second cancer à 15 ans, mais pas significatif à 7 ans, chez les femmes ménopausées dans l'essai randomisé de Veronesi en 2006.
Dans les COL américains, il y a un risque de rechute qui est réduit dans les quartiles les plus élevés, du fait du risque supérieur de survenue de cancer lors d'une supplémentation en bêta-carotène. Et ça, c'était les études de Druen et Pécolo en 2010. Et en ce qui concerne chez nous, en prévention primaire, les résultats de l'INCA en 2010, il n'est pas recommandé de prendre des compléments enrichis en bêta-carotène au cours et après cancer du sein. Une alimentation riche en caroténoïdes semble associée à une meilleure survie. Mais bon, comme l'alimentation est déplétée en caroténoïdes en général, je vais vous dire, en ce qui concerne l'étude sur le bêta-carotène, ça vient d'une mésentente sur les dosages qui ont été utilisés sur les deux études Princeps, c'est-à-dire l'étude CARET et l'étude ATBC, où on donnait 20 mg de bêta-carotène, on n'en consomme que 6 mg par jour. Et elles étaient données à des populations de fumeurs. Donc, l'effet n'était pas antioxydant, mais pro-oxydant, avec les effets du tabac. Donc, l'INCA s'est dit, voilà, ça augmente le risque de cancer. Et il y avait des biais méthodologiques. Donc, ils ont gardé l'étude CARET et l'étude ATBC en disant que le bêta-carotène est dangereux. Non, il n'est pas dangereux à dose nutritionnelle. Le problème des compléments alimentaires, il faut qu'ils soient dosés à dose nutritionnelle et pas à dose supraphysiologique. Sinon, vous avez effectivement des interactions médicamenteuses et des complications. Mais si vous voulez savoir si les sujets manquent de caroténoïdes, alpha, bêta, lycopène, cryptoxanthine, zéaxanthine, lutéine, il faut faire des profils nutritionnels en biologie. Il faut faire de la biologie nutritionnelle. On ne peut pas donner comme ça au pif, au hasard, des compléments alimentaires si on veut faire de la prévention secondaire ou tertiaire sans bilan nutritionnel. A ver, entonces, los carotenoides, ha habido un estudio randomizado en situación de metastasis y encontró una mejora de la supervivencia en el 85. Se observó también que había una disminución del riesgo de una recidiva a los 15 años, pero no había un resultado significativo a los 7 en mujeres después de la menopausia en un ensayo randomizado. En el ensayo WILL se vio un riesgo de recaída reducido en los carteles, en los cuartanos más elevados del estudio. Entonces se hizo un estudio en el que se encontró un riesgo superior de tener un cáncer cuando se hizo una suplementación en betacaroteno en Francia, y se concluyó que la toma de complementos ricos en betacaroteno estaba desaconsejada durante el curso y después de un cáncer de pecho. Entonces, una alimentación rica en carotenos, sin embargo, parece asociada a una mejora de la supervivencia. Sin embargo, aquí hay que notar que la alimentación en general es baja en carotenos. Por otro lado, aquí hubo un problema de dosificación. Se suplementaron con 20 miligramos por día de betacaroteno a fumadores y a estas concentraciones y en este contexto el betacaroteno tiene un efecto prooxidante en las vías metabólicas. Hay que destacar que la dosis nutricional es de 6 miligramos por día. Entonces aquí los 20 miligramos son unas dosis supranutricionales y estas dosis supranutricionales provocan complicaciones. La única manera de realizar un estudio coherente es hacer un estudio de los niveles de alfa, beta, caroteno, licopeno, zeaxantina, etcétera, todos los carotenoides, y hacer un perfil nutricional en analítica para hacer una prevención secundaria y terciaria adecuada. En ce qui concerne la vitamine E, par exemple, les effets secondaires des traitements, vous avez une action neuroprotectrice de la vitamine E. Bon, il y a eu des études avec les sels de platine, mais les effectifs étaient faibles. Sur les séquelles de la radiothérapie, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, mais ça a été abandonné. On donnait du topo 500 pour limiter les effets de fibrose post-radique ou de lymphœdème. On ne donne plus trop. Sur les bouffées de chaleur non plus. Il n'y a pas de démonstration d'un effet sur les séquelles thérapeutiques, notamment radiothérapie. Il faudrait faire des essais thérapeutiques parce que, si vous voulez, dans la vitamine E,
vous avez l'alpha, le bêta-tocopherol, en fait, sont très oxydables. Il vaudrait mieux du gamma-tocopherol. Alors la plupart des compléments ne sont pas enrichis en gamma-tocopherol. C'est de l'alpha-tocopherol, souvent, du bêta-tocopherol. Mais c'est mieux, si on veut avoir l'effet antioxydant, d'avoir du gamma-delta-tocopherol. En la vitamina E se ha mostrado una acción neuroprotectora en un estudio solamente en cáncer de mama. Un estudio ha sido positivo solamente. En cuanto a las secuelas de radioterapia, particularmente el linfoedema, hay 5 estudios, 3 randomizados. Los resultados son contradictorios, hay problemas metodológicos, y sobre los sofocos hay un estudio randomizado negativo versus placebo. Hay que ver que no hay una demostración sólida de un efecto sobre las secuelas terapéuticas en grado 3 a 4, sobre todo en radioterapia. Entonces se tiene que ver que hay necesidad de otros ensayos terapéuticos bien conducidos. Sobre todo el problema es que la vitamina E se usa principalmente sobre la forma de alfa y algo de beta-tocoferol, que son preoxidantes, y no de gamma y tocoferol, que sería mucho mejor, mucho más aconsejable como antioxidante. Toujours la vitamine E, il y a eu des études de cohorte dans les cancers du sein, il n'y a pas d'effet thérapeutique détecté sur le taux de récidive et de mortalité dans le cancer du sein. Pas de lien entre les apports en vitamine E et la mortalité. Sur près de 5000 femmes après le cancer du sein, 297 consommées de vitamine E. Une amélioration non significative de la survie du risque de récidive. Pas d'argument non plus pour un effet de la prise de vitamine E sur le risque de rechute ou sur la survie. O sea que otros estudios han notado que hay un estudio cohorte en cáncer de pecho, no se ha visto un efecto sobre la recidiva o sobre la mortalidad. También se dio que en los pacientes con un cáncer mamario no hay relación entre los aportes de vitamina E y la mortalidad. En otro, 297 mujeres entre 4.877 tomaban un complemento de vitamina D y vitamina E, no se vio una mejora significativa sobre la sobrevida, la supervivencia y el riesgo de recidiva. Entonces no hay un argumento sólido por un efecto de la toma de vitamina E sobre el riesgo de recidiva o sobre la supervivencia. Alors, vitamine C. On a beaucoup écrit suite aux travaux de Linus Pauling sur la vitamine C, qui défendait les vertus. On disait qu'il était devenu centenaire à cause de la vitamine C. Bon, il y avait aussi peut-être aussi des gènes. Quand on passe 90 ans, c'est bien sûr l'alimentation, mais il y a une génétique qui favorise un vieillissement réussi. Mais il proposait des doses de 1 à 4 grammes. Or, in vitro, effectivement, les anticancéreux détruisent moins de 30 à 70% des cellules pré-traitées à la vitamine C que les cellules non exposées à la vitamine C. En fait, la vitamine C réduit l'action cytotoxique de beaucoup d'anticancéreux et déstabilise le potentiel de membrane, notamment avec les cellules de platine. L'intérêt de la vitamine C, c'est intraveineux. Et par voie orale, vous aurez les effets secondaires de la vitamine C, mais pas les effets positifs. Ce dont on parle là, les travaux de Pauling, c'était la vitamine C intraveineuse. Des doses de 1 à 4 grammes, mais jusqu'à 20 grammes de vitamine C intraveineuse pour dépasser. In vivo, la vitamine C, donc associée à la vitamine E et au bêta-carotène pendant le chimio, augmente la mortalité quand on la donne comme ça par voie orale. Donc la vitamine C, si vous voulez, a un effet antioxydant, puisqu'elle permet la vitamine E de se régénérer, mais un effet pro-oxydant à forte dose, et notamment par voie orale. Entonces la vitamina C, desde los trabajos de Linus Pauling, defendía las virtudes de dosis muy elevadas, entre 1 y 4 gramos de vitamina C al día, para ayudar a las defensas inmunitarias, apoyar las defensas inmunitarias y limitar el riesgo de cáncer. Pero a personas que viven más de 90 años no solo hay un efecto de la alimentación, sino también de la genética.
in vitro se vio que los anticancerosos destruyen menos de 30-70% de las células pretratadas con vitamina C que las células que no fueron expuestas antes a la vitamina C. La vitamina C reduce la acción citotóxica en un cierto número de anticancerosos y destabiliza el potencial de membrana de las células tratadas con sales de platino. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de megadosis será sobre todo un tratamiento por vía oral, por vía intravenosa, no por vía oral, ya que la vitamina C por vía oral muestra una ambivalencia antioxidante prooxidante. Se ha visto que en vivo la vitamina C a dosis altas asociadas a la vitamina E y al betacaroteno durante una quimioterapia disminuyen su eficacia y aumentan la mortalidad. Entonces, aunque hay un efecto regenerador de la vitamina E por la vitamina C, pues tenemos que tener en cuenta este efecto por vía oral prooxidante de la vitamina C a altas dosis. Alors voilà en gros ce qui concerne les antioxydants. Bon, on pourra développer quand on verra les cas cliniques. On va voir maintenant quel est l'usage des probiotiques et des prébiotiques. On peut déterminer maintenant qu'il y a une hypothèse de la colonisation de bactéries dans le cancer du côlon avec des bactéries, des colonisateurs primaires de bactéries plutôt pathogènes comme Bacteroides